les formes anatomocliniques. Donc, il y a la bronchite aiguë et, son tableau clinique est assez particulier, assez codifié. C'est un patient qui présente des signes d'atteinte des voies aériennes supérieures en général, là, avec des céphalées, une rhinopharyngite, un écoulement nasal, avec une toux sèche, parfois productive. Parfois, on a une sensation de brûlure rétrosternale. C'est le patient qui يقول لك أنا مجروح في الحلق ديالي في الصدر ديالي. C'est une expression qui est classique de la part du patient. La fièvre est peu élevée, inconstante. Elle n'est pas constante. Et on a comme signes généraux, parfois, elle est précédée par un syndrome pseudo-grippal, arthralgie, myalgie, qui témoigne en général de l'infection virale. L'examen clinique est pauvre. L'examen clinique est pauvre. Il n'y a rien de spécial. En général, le malade à l'auscultation, on peut trouver une auscultation tout à fait normale ou parfois des râles bronchiques. L'évolution spontanée est souvent favorable. Et on va voir un petit peu l'évolution. Dans la très grande majorité des cas, il n'y a pas de complications particulières en dehors de ce qu'on appelle la toux post-infectieuse qu'on va voir plus tard, ou bien une surinfection, on appelle ça la bronchite suppurée, mais on va voir ça dans les formes évolutives des infections respiratoires aiguës basses communautaires. Mais le terme bronchite aiguë est en général réservé aux patients qui ont une infection, une bronchite, qui ont ce tableau clinique, mais qui sont sains. C'est-à-dire que ce sont des sujets qui ne sont pas âgés, qui ont un état physiologique qui est correct, qui n'ont pas de comorbidité, qui n'ont pas d'atteinte respiratoire connue. C'est bon? Donc, le tableau de pneumonie aiguë communautaire est différent. Le tableau, dans ce cas, il est brutal, le début est brutal, avec une fièvre oscillante dans un premier temps, puis en plateau dans un deuxième temps. Fièvre qui peut arriver jusqu'à 38,5, 39, voire 40 degrés. On peut avoir une douleur thoracique en point de côté. C'est une douleur qui est latéralisée, qui augmente à l'inspiration et qui augmente à la toux. Elle est modifiée par les changements de position. Et ça, c'est entre guillemets, vous pouvez dire ça, c'est une douleur de type pleural qui ne témoigne pas obligatoirement d'une pleurésie associée, mais seulement du fait que quand il y a une atteinte de parenchymateuse, souvent il y a une inflammation, une irritation de la plèvre. Le tableau complet s'installe en 48 heures à peu près, avec dans ce cas une fièvre en plateau élevée à 39 voire 40, des frissons. De la toux avec des expectorations purulentes verdâtres. On peut même avoir des expectorations dites rouillées, de la rouille, c'est-à-dire orangées un petit peu, qui peuvent parfois prêter à confusion avec des hémoptysies. On peut aussi avoir subictère, le subictère est classique au cours des infections très sévères, qui témoignent d'une souffrance hépatique au cours de l'infection. On peut aussi avoir un herpès nasolabial. Et les patients reproduisent le terme qui est classique, qui c'est l'herpès nasolabial. Et la présence de l'herpès nasolabial témoigne surtout de l'infection à type de Streptococcus pneumoniae. C'est le pneumocoque en général. À l'examen physique, c'est un syndrome de condensation
Syndrome de condensation, je rappelle que c'est une matité ou submatité à la percussion, une augmentation des vibrations vocales et la présence de râles crépitants à l'auscultation. Nous avons aussi donc les deux principaux tableaux, c'est la bronchite aiguë et la pneumonie, mais les tableaux cliniques sont tellement variés que il n'y a pas un seul tableau ou deux tableaux d'infection respiratoire aiguë basse communautaire. Ces tableaux peuvent varier aussi selon le terrain. Chez les sujets âgés ou chez les patients qui ont une maladie chronique, les infections respiratoires aiguës basses communautaires sont pourvoyeuses de mortalité très fréquente, avec un tableau qui est souvent atypique. Chez le sujet âgé, par exemple, la fièvre est souvent absente, avec des signes d'appel extra-respiratoire au premier plan, par exemple troubles de connaissance, troubles de conscience, confusion ou autre d'emblée, ou déshydratation, par exemple, ou des signes d'appel extra-respiratoire qui sont au premier plan. Et si on n'est pas suffisamment vigilant, on risque de passer à côté de la pneumonie qui peut tuer le malade. Autre chose, c'est que toutes les personnes qui ont une maladie chronique sous-jacente, par exemple des personnes qui ont par exemple un diabète ou une cardiopathie, au cours de la pneumonie, c'est la décompensation de la maladie sous-jacente qui va apparaître au premier plan. Par exemple, c'est un diabétique qui va se présenter aux urgences dans un tableau de décompensation acidocétosique. Et le médecin des urgences va s'occuper, il va faire le diagnostic de la décompensation acidocétosique, mais il ne va pas être suffisamment vigilant parce que finalement c'est une pneumonie qui a décompensé son diabète, ou c'est sa pneumonie qui a décompensé sa cardiopathie. Et si on ne traite pas la pneumonie, la décompensation ne va pas s'améliorer. Et ça, c'est classique pour les diabétiques. Souvent, on a des DAC qui ne régressent pas sous traitement. Et ce n'est que 3 ou 4 jours plus tard, lorsqu'il n'y a pas d'amélioration sous traitement de son DAC, que le médecin qui prend en charge le malade va se dire oui, on va faire un bilan pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est, et on demande à la radio et on découvre qu'il y a une pneumonie, c'est elle qui a décompensé, et ce n'est qu'après avoir traité la pneumonie que la décompensation acidocétosique va régresser. Donc c'est important chez des patients qui ont une maladie respiratoire, des maladies chroniques en décompensation, telles qu'une cardiopathie avec un OAP, un diabète avec une DAC ou autre, de faire un examen systématique, correct, parce que c'est la seule façon d'éviter de passer à côté d'une pneumonie. Par exemple, si on a un problème de saturation, si on a un problème de polypnée, de dyspnée, si à l'examen on trouve le moindre petit doute d'une submatité, des râles crépitants, dans ce cas, le moindre doute, même si on n'a pas le grand tableau de la pneumonie, on demande une radio thoracique. Chez l'enfant, le tableau clinique de l'infection respiratoire peut revêtir d'autres aspects. On a ce qu'on appelle des formes pseudo-chirurgicales. Et dans ce cas, l'enfant va se présenter avec un tableau de vomissement, de douleurs abdominales et autres. Mais dans ce cas, l'examen physique est très important. L'abdomen est souple, il n'y a pas de défense. Et surtout, vérifier l'examen pleuropulmonaire. Et devant le moindre doute, il faut faire une radio thoracique systématique. L'enfant peut aussi se présenter dans un tableau, d'un tableau pseudo-méningé, c'est-à-dire il fait un tableau qui ressemble à une méningite purulente. Mais le tableau de méningite est souvent incomplet. Parfois, on arrive même à faire une ponction lombaire dans le doute, et on a une ponction lombaire qui est normale, avec une formule normale. Et ce qui fait que souvent, on ne fera le diagnostic qu'après avoir fait la radio thoracique.
Les formes symptomatiques sont très différentes selon les patients. On a des patients qui ont un tableau d'infection respiratoire aiguë basse communautaire très bruyant, avec un syndrome infectieux très sévère. On a des patients qui présentent des infections frustes où le patient présente très peu de symptômes. Parfois, les infections respiratoires ils sont admises dans un tableau d'emblée de complications, telles que abcès ou pleurésie purulente ou autre. Parfois, les patients viennent seulement avec une altération d'état général. Donc, vous avez l'étendue du spectre des tableaux cliniques. Et il y a des infections respiratoires qui se présentent avec des signes extra-respiratoires au premier plan.